Attention, cet épisode traite de sujets sensibles. N'oublie donc pas de te référer à sa description pour être sûr que tu sois prête ou prêt à l'entendre. Sinon, je t'invite fortement à changer d'épisode et sache que c'est totalement ok de ne pas se sentir prête ou prêt à tout entendre. Chacun son timing. Non mais peut-être que le sexe est inné, mais la sexualité, ça s'apprend. Viens, on fait un podcast sur la sexo. C'est le sexe à l'état pur. Basium, ça te dit comme nom ? Franchement, je suis fan. J'adore. Cette intimité soudaine me convient très bien. Mon approche, dégénitaliser la consultation et considérer l'individu et son corps dans sa globalité. J'ai envie d'un vrai baiser de cinéma ici, dans la voiture. La sexualité, le sexe. On en fait toute une affaire et pour cause. Cela peut prendre plus ou moins de place dans nos vies. Cela peut être un véritable vecteur de bien-être et de confiance en soi, mais aussi parfois un poids à porter. C'est pour mieux comprendre la sexualité que nous avons voulu en faire notre métier. Quand je dis nous, c'est Diane et Margot. Nous sommes sexologues et avons décidé de sortir de notre cabinet pour ouvrir des voies, poser des questions, remettre en question et penser la sexualité autrement. Margot a une approche psychanalytique de la sexologie. Et Diane, une approche systémique, plus ancrée dans le présent. Parce que nous sommes persuadés que ces deux visions sont complémentaires, nous avons voulu unir nos voix pour vous proposer Basium. Ce podcast, on l'a imaginé grâce à vous, celles et ceux que nous accompagnons au quotidien et qui se sentent trop souvent seuls. Basium, conversation croisée, regard des professionnels que nous sommes et surtout, histoire de vie. Basium, ça veut dire embrasser, c'est l'action de donner un baiser. Et puis Basium, ça évoque les bases, la simplicité, les fondamentaux. C'est vers ce chemin que l'on voudrait vous emmener avec une bienveillance et une écoute toute particulière. Car même si nous avons toutes et tous des bases différentes, in fine, nous recherchons la même chose. Aimer beaucoup et vivre passionnément. Nous vous souhaitons une excellente écoute et on se retrouve à la fin de l'épisode avec les conseils pratiques. Vous ne vous intéressez pas au sexe ? En toute simplicité. Et je vous promets solennellement ce soir qu'il n'y aura pas le moindre sujet tabou. 12 ans d'écart. Cela aurait pu être le titre du film de l'histoire de Maëva et Martin. Tandis que Pierre Ninet et Virginie Efira sont venus bousculer les codes au cinéma avec le film 20 ans d'écart, sorti en 2013 et réalisé par David Moreau, l'histoire de Maëva et Martin, elle, nous parle de la vraie vie. Il se passe quoi une fois que l'on retire les strass, les paillettes et le glamour associé à cette idylle peu commune ? En France, 8% des couples hétérosexuels ont plus de 10 ans d'écart. C'est déjà peu. Mais parmi ces couples, le plus âgé est presque toujours l'homme. La femme est la plus âgée finalement dans seulement un couple sur 10. Maëva a 36 ans et Pierre 24. Et derrière le micro de Basium, Maëva est venue nous livrer les dessous de cette relation peu commune. Et spoiler alerte, ce n'est pas parce que l'on est le plus jeune que l'on ne peut rien apprendre à l'autre. Martin va venir placer la question du consentement trop souvent absente des relations sexuelles, ce qui va venir bousculer quelque peu la perception de Maëva. Au-delà de la sexualité, à quoi ressemble leur vie ? Comment faire une fois que la réalité de la vie quotidienne nous rattrape ? La routine, la vie à deux, des aspirations différentes, les décalages de revenus et la charge mentale. C'est ce que vous découvrirez dans ce podcast. Trêve de suspense, je vous laisse désormais avec mon échange avec Maëva et vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Maëva, bienvenue au micro de Basium. Je te remercie d'avoir accepté notre invitation à échanger. En préparant notre épisode, tu m'as fait part d'une petite spécificité avec ton partenaire actuel. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus ? Bonjour Margot, je te remercie. Alors effectivement, la particularité, si on peut appeler ça une particularité, c'est que l'on a 12 ans d'écart. Donc le couple est constitué d'un jeune homme de 24 ans, Martin, et du coup moi qui ai 36 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que comme pour tout, il y a des choses qui sont bien, des choses qui sont un petit peu moins bien, des choses à améliorer par rapport au fait que, comme on n'a pas le même âge, on n'a pas le même vécu au final. Moi, j'ai un peu plus d'expérience que lui, donc du coup, d'expérience sexuelle aussi. Et puis, en fait, on n'a pas la même vision des choses. C'est quelqu'un qui est plutôt romantique, qui est plutôt je choisis une femme et c'est pour la vie. C'est très, très joli. Et par exemple, c'est quelqu'un qui est de base beaucoup dans
dans la douceur, dans ce genre de choses-là, dans le fait d'être un petit peu fleur bleue. Par exemple, il y a une des premières choses moi qui m'a marquée, et c'est lui qui m'a appris ça. Donc, c'est lui qui m'a appris le consentement. Ah oui, alors vaste sujet. C'est lui qui t'a appris le consentement. Ça veut dire quoi exactement? Et alors, juste avant ça, vous vous êtes rencontrés comment? Parce que c'est vrai, 12 ans de différence d'âge, ça ne s'invente pas. Surtout, comme tu m'as dit que tu as 36 ans et lui, il en a 24. En fait, ça s'est fait très naturellement. Ma propre particularité, c'est que depuis que j'ai 16 ans, donc j'ai commencé à sortir avec des garçons à l'âge de 16 ans, et donc ça va faire 20 ans que, enfin un peu moins de 20 ans du coup, puisque ça fait 2 ans qu'on est ensemble, ça faisait 18 ans que je ne sortais qu'avec des garçons à travers en fait des skyblogs, des sites de rencontres, des applications de rencontres. Je me suis toujours cachée derrière ça pour me protéger parce que en fait je voyais que, enfin c'est ma conception, mais pour moi il fallait que les garçons me connaissent déjà de l'intérieur, parce qu'effectivement je peux avoir un physique agréable, on va dire, et que je ne voulais pas qu'ils me jugent uniquement par mon physique en fait, et qu'ils ne soient avec moi que entre guillemets pour le physique. Je sais que ça, voilà, ça peut paraître un peu particulier, mais concrètement du coup Martin, c'est le premier homme que j'ai rencontré en vrai et par hasard et sans application de rencontre et sans rien du tout. Et en fait, on va dire que c'est vraiment le destin qui a fait ça. Il se trouve en fait que c'est le fils du meilleur ami de mon père. En fait, mon père habite dans le sud de la France, et donc quand je descends voir mon père, je descends pas voir tous ses amis. Donc, notamment son meilleur ami que je n'avais jamais rencontré, et donc son fils aussi. Et il se trouve qu'il y a 2 ans, je suis descendue par hasard chez mon père. Je faisais du télétravail. Et fête de la musique, je devais rencontrer quelqu'un via une application de rencontre qui m'a posé un beau lapin. Donc, limite, il faudrait que je le remercie. Mon copain, à l'époque, était avec quelqu'un. Et ça se passait très, très mal. Et donc, il devait dormir chez cette personne-là. Et au final, non, ça n'allait pas. Donc, il avait décidé de rentrer chez son père. Donc, fête de la musique. On décide de sortir, on s'y prend un peu la dernière minute parce que moi j'ai mon plan qui m'a mis un lapin, et je dis à mon père, papa, faut qu'on sorte, et donc on cherche des endroits, et puis à un moment donné il appelle son meilleur ami qui dit viens à la maison, on a des invités qui viennent de partir, vous pouvez passer à la maison. Et donc j'arrive sur un plateau d'argent dans la maison de mon copain, qui me voit et qui tombe ébahi. Et au final, pour la faire courte, voilà, on a passé une soirée extraordinaire, on s'est beaucoup rapprochés. Je ne savais pas qu'il a une copine, il me l'annonce vraiment à la fin de la soirée. Il me dit non mais c'est toi que je... Et donc le lendemain, en fait, il est parti voir sa copine de l'époque, il l'a quittée, et donc depuis 2 ans, en fait, on est ensemble. Il a emménagé à la maison au bout d'1 mois. Enfin, c'est quelque chose d'assez... Voilà, c'est fort, et donc ça fait 2 ans qu'on est ensemble et on ne se quitte plus, quoi. Les vraies histoires d'amour, comme on en manque. Finalement, que ce soit ton côté ou du sien, sur un acte pas si manqué que ça, parce qu'un plan Tinder qu'on remercie, un plan foireux Tinder qu'on remercie, et une dispute avec son ex, pour le coup, ont permis cette jolie rencontre. Et du coup, en plus, c'est bientôt, au moment où on enregistre, on est en juin, et ça sera bientôt votre anniversaire de couple. Donc, par avance, joyeux anniversaire. Sur une note, effectivement, que tu as, comme ça, on a le décor, cette rencontre magique. Quand tu dis qu'il a apporté, il a mis en avant cette question du consentement, c'est un sujet, bien sûr, extrêmement central en ce moment, surtout depuis MeToo. Est-ce que tu as envie de dire pourquoi? Est-ce que c'est OK pour te livrer? Je vois autour de moi, je discute avec des amis, et je sais que j'ai une amie qui me rejoint sur le point suivant, c'est-à-dire nous... on est, entre guillemets, open. C'est-à-dire, on n'a pas cette notion de consentement. On ne s'est pas construite avec cette notion de consentement parce qu'effectivement, on a toujours eu une libido assez libre. Et puis, en fait, au final, quand on ne voulait pas de quelque chose, on disait non, et on a assez de caractère, en tout cas, pour se faire respecter. Donc, dans nos couples. Et donc, du coup, c'était limpide. En fait, il n'y avait vraiment pas de question du consentement. C'était oui, c'était non. C'était très, très souvent oui. Donc, du coup, il n'y avait pas souvent de non. Et c'était très clair. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que mon conjoint a eu une histoire particulière. En fait, la première personne avec qui il s'est dépucelé, cette personne-là a eu, à un moment donné, enfin, sa mère a appris donc du coup qu'elle avait perdu sa virginité, donc elle a cherché à savoir qui, et cette fille ne sachant pas
comment amener la chose, en fait, a dit que en fait, c'était mon copain qui l'avait violée. Alors que c'est elle, entre guillemets, qui lui est montée dessus et que c'est elle qui a tout fait en plus. Pour le coup, lui, il était très, très timide, très, très pas à l'aise avec ça. Et donc, en fait, il a eu un petit blocage. Et du coup, cette notion de consentement est venue automatiquement. Pour lui, c'était une barrière, une manière de se protéger parce qu'il a été quand même accusé de choses assez graves. Donc après, bon, il y a eu toute une autre histoire et puis bon, ça s'est terminé. Mais c'était quelque chose d'assez lourd et donc c'est lui qui m'a raconté cette histoire-là, qui m'a fait comprendre à quel point effectivement ça pouvait être important la notion de consentement pour entre guillemets poser les choses pour l'un et l'autre des parties, pour montrer qu'on est bien d'accord ensemble, qu'on est sur la même longueur d'onde, qu'on ne dépasse pas les limites de l'un et de l'autre. Et j'y avais jamais pensé. Moi, c'est vrai que j'ai des limites plutôt extensibles et je me pose la question et si ça va pas, je dis non et puis c'est tout en fait. Ça m'a fait vraiment bizarre et on a toujours, même si effectivement on en a beaucoup parlé, qui m'a fait découvrir la notion de consentement, on a toujours un point de vue un peu différent puisque on a commencé comme ça. Moi, j'ai respecté son point de vue et on a commencé à mettre en place cette notion de consentement. Est-ce que tu veux bien? Est-ce que ça va? Est-ce que ça te plaît? Est-ce que si, est-ce que ça? Mais moi, j'ai essayé de lui faire comprendre qu'en fait, voilà, il n'avait pas forcément besoin de mon consentement. J'ai essayé de l'amener plus dans mon point de vue parce qu'en fait, moi, quand on me demande le consentement, ça me bloque. J'ai l'impression de devoir signer un papier et de devoir le tamponner et de devoir le remettre en main propre avec accusé de réception. Enfin, voilà, c'est quelque chose de, entre guillemets, trop formel. Alors, je respecte totalement ces personnes qui fonctionnent avec le consentement parce qu'au contraire, c'est safe, ça protège l'un et l'autre et je trouve ça extrêmement bien. Mais dans mon mode de fonctionnement, effectivement, c'est clair, c'est oui, c'est non, c'est j'ai envie, non, j'ai pas envie et puis c'est tout. Et effectivement, après, voilà, il a vu qu'il pouvait être rassuré, il a vu que notre sexualité pouvait très bien fonctionner sans un consentement verbal bien expliqué, avec des phrases, avec un verbe, sujet, complément. Au final, on fonctionne comme ça. Maintenant, on fonctionne un peu moins sans le consentement. Mais c'est pour ça que je voulais dire, voilà, il m'a vraiment éclairé sur cette notion-là, parce que on a une alchimie et notre sexualité fait que ça fonctionne très bien sans. Mais je me rends compte que dans d'autres couples ou dans d'autres situations pour d'autres personnes, c'est ce qui est safe, c'est ce qui protège, c'est ce qui permet de cadrer en fait les rapports. On est dans l'intimité, en plus on se dévoile, on est nu, on a des moments, on est faible, on se perd un peu, donc je comprends totalement. Oui, c'est vrai que moi, tu vois, typiquement en consultation, pour moi, je dis que les deux bases et les deux clés, c'est le plaisir et le consentement. Mais en fait, finalement, toi, ce que tu as voulu effectivement, quand tu parles effectivement de la lettre officielle, c'est peut-être en tout cas l'expression constante en fait de ce consentement et qui vient casser un peu la musique, si je comprends bien. C'est exactement ça. Qui plus est, donc moi, effectivement, je suis généralement partante pour plein de choses. Et puis, même, je trouve qu'on peut essayer de trouver le consentement d'une autre manière, dans le sens où, voilà, il va lancer des petits jeux de mots, il va tâtonner, et si, et ça, allez hop, c'est parti pour ça ce soir. Et donc, concrètement, je voulais dire, je pense qu'on va devoir reporter à la semaine prochaine parce que là, mon agenda est plein ou voilà, on va tourner ça de manière, moi, je vais tourner ça de manière humoristique, effectivement, parce que l'idée aussi, c'est de ne pas le blesser et qu'il ne se retrouve pas forcément à chaque fois avec des non, parce que cette fois-ci, j'ai pas envie de ça et puis plusieurs fois d'affilée, je n'ai pas envie de ça. Mais voilà, du coup, je pense que c'est une manière de formaliser, mais totalement autrement. C'est pas quelque chose de très officiel. Dans certains couples, effectivement, on formalise énormément. Est-ce que tu es d'accord pour que je puisse caresser tes parties intimes, etc. Non, just do it. Pour moi, c'est tu le fais. Effectivement, je vais tout de suite te montrer si j'ai envie ou pas. Et en fait, on respecte tellement l'autre, de toute façon, dans notre couple, que en fait, il va tout de suite accepter que je puisse refuser. Moi, je vais lui donner aussi du sens, lui expliquer, ou peut-être, par exemple, prendre sa main et la remonter ailleurs sur une partie de mon corps, parce que j'ai pas envie là, mais j'ai plus envie là. Et on est vraiment un petit peu comme ça. Après, c'est vrai qu'il faut être vraiment dans l'écoute de l'autre, du corps de l'autre, des gestes de l'autre, parce que nous, ça fonctionne beaucoup dans les gestes. Et j'ai cette chance, en tout cas, du coup, d'avoir un partenaire qui est très à l'écoute et où des fois, en dehors de tout contexte, on est en train de manger, c'est le midi,
voilà, on est le week-end, eh bien, on va dire ah, au fait, je voulais te parler, tu sais, la dernière fois, il y avait ça. Je pense que ça serait bien qu'on fasse plus ça comme ça. Des fois, on fait des sortes de petites mises au point qui sortent de nulle part. On n'est pas du tout dans un contexte sexuel ou quoi que ce soit. On est là en mode, OK, c'est quoi la solution? Comment est-ce qu'on peut améliorer ça? Et si on faisait ça? Donc, on est vraiment dans l'improvement, vraiment dans l'amélioration. On cherche à améliorer. La communication, là, pour le coup, sur le plan sexuel, c'est vraiment d'essayer un peu d'améliorer. Et en sachant aussi que, pas tout le temps, mais je trouve que c'est bien qu'on fait des débriefs. Alors déjà, ouais, je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, tu évoques une notion qui est assez, comment dire. En fait, on parle nous en sexo du contrat implicite. C'est-à-dire que le contrat implicite, ce sont finalement toutes les règles, les gestes, les mots, les codes qui vont définir la sexualité. Et ce qui est intéressant, c'est que ça croise la communication parce qu'en fait, le contrat implicite d'aujourd'hui n'est pas le même qu'hier et ne sera pas le même que demain. Et c'est ça, en fait, parfois qui perturbe les couples dans la sexualité, c'est que les envies changent. Genre, mettons, au début, on était sur un entrée plat dessert, comme on dit très vulgairement, où c'est le schéma érotique classique, à savoir masturbation, sexe oral, suivi d'une pénétration dans les couples hétérosexuels. Et en fait, il y a des fois, en fait, on en a marre de faire tout le temps la même chose. On en a marre, il y a des fois, on voudrait juste du sexe oral, ou pourquoi pas tester du sexe anal, ou pourquoi pas tester d'autres positions. Et finalement, c'est la question de la communication. Et donc, du coup, finalement, en discutant avec Martin, en faisant un débrief, alors effectivement, le débrief bien après, parce que le débrief à la TripAdvisor à la fin du rapport sexuel, en mode c'était combien, je te mets 5 étoiles. Ah, attends. Et du coup, forcément, voilà, ça se fait réagir, je vois Maëva. Alors, si, on fait ça, on fait un dîner presque parfait avec, on va dans les toilettes, on met la petite note. Non, mais on fait, par contre, non, sérieusement, on fait vraiment des fois des débriefs à chaud parce qu'on est tellement dans l'excitation, dans le plaisir, dans la joie d'avoir donné du plaisir en fait à l'autre, du bonheur aussi, c'est du bonheur, c'est des petits morceaux de bonheur, que on est là, alors, oh, qu'est-ce que t'as adoré et ça, ah comment c'était bien comme ça, etc. Ok, ça je le note pour la prochaine fois. Donc voilà, quand j'ai des petits débriefs là-dessus, et puis même à chaud, ça peut être bien des fois de dire, alors là, moi j'ai adoré, mais il y a juste un tout petit moment quand t'étais dans cet angle-là, ça m'a fait un petit peu mal. Oh, je suis désolée bébé, mais il y a pas de souci. En fait, je pense que le fait de le dire à chaud, la personne a encore en tête de toute façon tout ce qui vient de se passer et en gros elle prend des petites notes pour les prochaines fois pour on va dire améliorer et continuer les choses. Et du coup je voulais savoir, alors c'est vrai que 12 ans de différence d'âge, ça inclut 12 ans de différence d'expérience de vie. Qu'est-ce qui est différent selon toi par rapport à tes partenaires d'avant? Est-ce qu'en plus, tu as dit que vous viviez ensemble. Est-ce que c'est cliché de dire qu'il y a une différence d'âge et que, ou pas du tout, finalement, l'amour supprime toutes les limites? Dis-moi plus, ça m'intéresse. Alors, ce serait mentir, effectivement, de dire que ça supprime tout. Et même, donc là, on parle sur le plan un peu sexuel, mais même dans la vie en général, il y a des moments où vraiment, on est sur la même longueur d'onde. Il est un peu plus vieux que son âge et je suis un peu plus jeune que mon âge. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve. Et puis, il y a d'autres moments où, effectivement, oui, il y a des situations où il va être dans l'apprentissage, dans la découverte, dans le doute sur certaines choses ou dans une envie plus forte. Par exemple, je sais que moi, quand j'étais jeune, j'avais l'impression, je me confie là-dessus, j'avais l'impression d'avoir une libido d'homme. J'avais tout le temps envie de faire l'amour. Tout le temps. Alors, c'est quoi une libido d'homme? Ça m'intéresse. Ça m'interpelle. Je pense que dans l'inconscient collectif, et je pense que c'est vraiment dans on va dire les schémas sociaux, c'est un peu ancré dans notre société, qui peut être totalement faux, mais on voit tout le temps les hommes très très libidineux, qui sont très très portés sur le sexe, tout le temps à faire des blagues. Enfin, c'est aussi véhiculé dans les films, les choses comme ça, où notamment je vais épingler James Bond, où c'est toujours lui qui saute sur sa partenaire, etc. Je vois ta tête blasée. Donc effectivement, non, ça n'existe pas un film où là c'est la nana qui saute sur le mec et en fait qui a juste une envie débordante et puis ça arrive. Mais c'est pour ça que je dis que j'avais une libido d'homme parce qu'en fait j'avais vraiment une libido mais extrêmément forte. Je me masturbais énormément. D'ailleurs j'ai commencé à me masturber très très jeune, donc 9 ans, voilà. Les hormones étaient là bientôt et donc du coup c'est vrai que j'avais cette impression d'être vraiment très très masculine dans ma libido parce que j'avais beaucoup d'envie, beaucoup de désir, beaucoup d'excitation. J'étais un peu chargée d'hormones et je retrouve ça chez lui en fait. C'est-à-dire que moi effectivement
le fait d'avoir 12 ans d'écart, pendant ces 12 ans, en fait, j'ai pu... donc, j'ai eu d'autres partenaires, parce que j'ai eu d'autres amoureux avant. Et j'ai eu envie de visiter, essayer, découvrir plein de choses. Mais vraiment extrêmement variées. Extrêmement variées. Ça va être... par exemple, j'ai essayé une fois je crois que c'est un club échangiste, je crois que c'était ça, même si nous, on n'a pas fait d'échangisme, mais j'ai essayé un club échangiste, j'ai essayé avec 3 partenaires, j'ai essayé avec une femme, enfin, je suis tombée amoureuse d'une femme à un moment donné, j'étais très jeune, j'ai essayé de faire ça dans des lieux insolites, dans un train, dans plein de... Voilà, enfin, vraiment, la palette est très variée. Ce qui fait que j'ai déjà un peu ce plaisir, j'ai déjà eu cette excitation. C'est vrai qu'on ne peut jamais avoir la même excitation que la toute première fois qu'on va à Disneyland. Et ce qui fait que moi aussi, j'ai envie de lui faire découvrir, mais en fait, c'est vrai que j'aurais pas la même position, j'ai pas le même regard. Puisque du coup, moi, en fait, je sais déjà un petit peu ce que ça fait, etc. Alors après, et pareil, il y a des choses, je sais que je ne revisiterai jamais avec lui. Par exemple, c'est quelqu'un qui est, comme je sais, très, très romantique. C'est sa femme, son unique femme. Il la partagera jamais. Donc déjà, par exemple, je sais que le club échangiste, c'est out. Mais par contre, voilà, donc il y a des choses que je ne ferai pas avec lui et je le respecte. Et en soi, en fait, ça ne me gêne absolument pas. J'ai vécu ce que j'avais à vivre. Effectivement, là, il y a 2 choses qui me viennent. Bon, la première, effectivement, pour rétablir sur la vérité sur la libido d'homme. En fait, biologiquement, les hommes et les femmes ont une même libido, mais ça, je pense que tu le sais. Et c'est juste qu'en fait, c'est la façon avec laquelle le désir est éduqué. C'est-à-dire que les hommes, on les éduque à exprimer ce désir, là où les femmes, on intériorise leur désir. Mais biologiquement, on est foutu pareil, pour être un peu vulgaire. Et là, tu vois, en t'écoutant parler et en écoutant effectivement cette vie trépidante que tu as vécue, moi, il y a une question qui me vient. Je me dis, est-ce qu'il y a des fois, ça te gêne un peu d'être dans cette posture de sachante? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on est bourrés toutes et tous de stéréotypes. D'ailleurs, j'avais regardé quelques stats sur les différences d'âge dans le couple. Et figure-toi que généralement, il y a seulement un couple sur 10 en France où c'est l'homme qui est le plus jeune. L'INSEE, 2016. Et donc, bref, et tu vois, je me suis dit, par rapport à ce que tu m'as raconté, à tout ce vécu que tu as, à ces expériences que tu as tentées, et lui qui a une vision de la sexualité qui est romantique, est-ce que toi, dans ta posture de femme, ça te gêne? Est-ce que, tu te dis, ah bah non, mais c'est l'homme qui devrait avoir plus d'expérience que moi, ou ça influence pas du tout ton désir? C'est une question comme ça qui me vient. C'est une excellente question parce qu'elle me fait réfléchir. Le fait d'avoir tout ce savoir, moi, ça me permet déjà de ne pas me sentir mal à l'aise parce que je sais les territoires que j'ai explorés, je sais lesquels j'aurais encore envie d'explorer et lesquels je n'aurais pas envie d'explorer. Donc ça, c'est un premier point, c'est quelque chose donc de positif. Dans les éléments positifs, toujours, je dirais que ça me permet, moi, de, entre guillemets, lui apporter la meilleure expérience possible parce que je vais lui apporter toute ma sécurité, tout mon savoir. Je vais déjà savoir comment faire ci, comment faire ça, ce qu'il faut faire, safe word, voilà, plein de choses. Donc ça, c'est top et je suis contente du coup de le partager. Et en fait, ça ne peut apporter que quelque chose d'encore plus positif parce que justement, on va être dans quelque chose qui va être super bien. Il y a déjà un qui a essayé, il y a déjà un qui sait un petit peu, etc. Dans les choses entre guillemets qui peuvent peut-être paraître un peu négatives, effectivement, c'est qu'il y a des moments où moi j'attends de l'autre, de mon autre, parce que moi je le considère comme tel, de mon autre, qu'il puisse être aussi très force de proposition et un peu dominant sur les bords, entre guillemets, et on ne peut pas être dominant dans un contexte ou dans une situation que l'on ne connaît pas, que l'on n'a jamais fait. On peut essayer de l'être, on peut mimer la dominance, mais on ne le sera jamais réellement. Et après, effectivement, est-ce qu'on joue le jeu ? Ok, ou est-ce que vraiment le fait qu'on sache que c'est un jeu, il n'y a pas la réalité, la force, l'intensité puissante, et donc du coup ça peut générer un blocage. Oui, il y a certaines choses où ça peut être le petit point négatif, mais en soi je pars du principe que tout s'apprend et que peut-être que la première fois donc pour cette situation-là il n'aura pas le savoir. Ok, je joue le jeu, je prends sur moi, entre guillemets, pour me dire, OK, ça serait une expérience comme ça. Mais là, on va vraiment le faire bien. Et du coup, la prochaine fois, il aura le savoir et on pourra justement en profiter, entre guillemets, tous les deux. Enfin, je le vois comme ça. Hyper intéressant parce que c'est vrai que tu viens, quand on discutait un petit peu en off, tu m'as dit voilà, que tu étais propriétaire de ton appartement, tu as 36 ans,
je pense, parce qu'on n'en a pas parlé, c'est pas le sujet de toute façon, mais que tu es dans ta carrière et que tu es une femme heureuse et épanouie et ambitieuse. Donc c'est vrai que tu viens un peu déjouer certains stéréotypes et on adore. On adore sur Basium. Et du coup, voilà, en termes de vie à deux, est-ce qu'aujourd'hui, après 2 ans de relation, il y a des choses qui te gênent, des choses que tu vois, où tu as un peu plus de hauteur, effectivement, sur, au-delà du côté très fun de j'ai un mec qui a 12 ans de moins que moi. C'est quoi la vraie vie, Maëva? Dis-nous, la France veut savoir. Alors, c'est comme tout couple au final. La différence d'âge là-dessus, on a beau en avoir ou ne pas en avoir, ça ne change pas. Il y a par exemple le fait, donc comme on l'évoquait, d'avoir pas forcément les mêmes envies, la même intensité. Ça, c'est un premier point. Je reviens là-dessus parce qu'en fait, cette intensité aussi, elle peut être vraiment variable. Il y a vraiment un élément qui peut jouer sur le curseur, en fait, c'est la charge mentale. Le fait que, voilà, par exemple, je sois propriétaire, que j'ai à gérer mon appartement, j'ai des frais, par exemple, qui sont liés à la copropriété, au fait, par exemple, d'entretenir l'appartement ou de la résidence ou quoi que ce soit, c'est une charge mentale. Pareil, je me bats, moi, dans ma carrière pour évoluer. Et autant je suis une battante, mais autant là, le karma en ce moment est un peu difficile avec moi. Donc pareil, ça avance pas comme je voudrais, ça va pas dans la direction que je voudrais. Donc il va falloir que je calcule mes plans pour faire ci, pour faire ça. C'est de la charge mentale. Pareil, l'organisation de certaines choses, c'est de la charge mentale. Mon copain fait beaucoup. Lui aussi, il a sa charge mentale. Il a une énorme charge mentale au niveau de son boulot parce qu'il a un boulot très... qui lui demande beaucoup. Il a 24 ans et effectivement, pour autant, il a beaucoup de responsabilités. Il rencontre des gens qui sont très haut placés dans le CAC 40 ou des choses comme ça. Je ne vais pas trop détailler, mais concrètement, je sais qu'il a sa propre charge mentale. Donc, on essaye un peu d'équilibrer. C'est quelqu'un qui cuisine très bien. Donc, j'adore. Il cuisine beaucoup à la maison. C'est quelqu'un aussi qui me dit, bon, là, il faudrait peut-être faire une machine à laver, ma chérie. Donc, bon, bah, OK, pas de souci. On va faire une machine à laver. Donc, on équilibre plus ou moins. Mais c'est vrai que peut-être que lui, il n'a pas la même manière de supporter, en tout cas, la charge mentale. On est des êtres humains, on est tous différents. Moi, je sais que la charge mentale peut me peser et peut en fait parfois me bloquer, vraiment me faire baisser ma libido presque à 0. Et donc, ça peut durer plusieurs jours. Et là, ça peut créer un peu un conflit. Bah, c'est vrai qu'effectivement, à ce titre, il y a une étude, je la remettrai à la fin en descriptif, mais c'est vrai que dans les couples où les tâches domestiques sont mieux réparties, la qualité de la vie sexuelle est meilleure en fait. Et en fait, c'est vrai qu'il y a ces espèces de coachs parfois qui nous disent qu'il faut dissocier la vie pro mais de la vie perso. Mais quand dans la journée, tu as ton travail, tes embrouilles, qu'en plus de ça, effectivement, comme tu es propriétaire, bah, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Donc, il y a de l'argent à sortir pour l'immeuble ou la maison, peu importe. Comment avoir envie? Parce que pour que le désir puisse exister, il faut qu'il ait la place de le faire. Et c'est vrai que ça, en fait, trop souvent, en fait, on oublie. Mais le désir, il a besoin de place. La sexualité, c'est de la créativité, c'est de l'imagination. Donc, en fait, franchement, en vrai, c'est normal. C'est normal de ne pas avoir envie. Et puis, c'est vrai qu'à 24 ans, lui n'est pas propriétaire. Du coup, vous vivez chez vous, enfin, chez toi. Donc peut-être que c'est toi aussi qui prends un peu bah voilà, c'est ton bien immobilier, donc tu prends un peu le lead sur ce truc-là et tu penses à des choses que lui peut-être ne pense pas du coup. C'est exactement ça. Ouais. Et c'est vrai que c'est un sujet qu'on aborde régulièrement et il commence plus ou moins à en prendre conscience. Il le vit pas, donc il a du mal réellement à l'intégrer, mais il l'entend déjà. Et il le comprend légèrement, parce que oui, enfin, 1 semaine, 10 jours sans faire l'amour, bon oui, moi des fois j'ai des petits pics, des choses comme ça, mais bam, j'ai un autre truc qui vient en tête, etc., ça peut peser un peu. Et j'essaie de lui faire comprendre que désolé, là je suis pas dans le mood, vraiment, ou là je suis vraiment trop fatiguée. Ça me fait penser à quelque chose, ça me fait penser au fait que, sujet suivant, on peut avoir aussi un timing différent. Alors lui, c'est à la fin de la journée, genre on a eu toute notre journée, on est claqué, on a mangé, on a regardé notre série, et à 23h58, on va au lit. Chérie, ça te dit? Ben en fait non, je suis complètement épuisée, je suis claquée, j'ai qu'une envie, c'est de dormir. Mais s'il te plaît, non s'il te plaît, vraiment, je suis fatiguée. Et donc j'essaye aussi de lui faire comprendre ça. Donc, moi, je suis plus du matin, voilà, vous l'aurez compris. Et monsieur est plus du soir. Voilà, l'idée, c'est qu'on essaie un peu de s'accorder. Alors, lui, il n'est pas trop du matin, mais par exemple, dans certains moments, bah, il le fait du matin. Moi, je suis pas trop du soir, mais je lui dis, écoute, si
si tu as envie de moi ce soir, peut-être que ce serait bien qu'on le fasse avant manger ou juste après manger, même si après manger, moi, ça me gêne un peu parce que j'ai envie de digérer. Mais voilà, des fois, il y a ces notions un petit peu. Alors, c'est tout bête, mais en fait, c'est ça la routine d'un couple. En fait, c'est des trucs vraiment pas forcément glamour, mais c'est est-ce qu'on le fait avant ou après manger? Après manger, j'aurai mal au ventre, je vais avoir envie de digérer. Mais c'est des réalités. Au final, c'est des choses auxquelles on pense pas. Ça, on le voit pas dans les films, ça c'est sûr. Mais c'est des choses qu'on pense pas. Et donc voilà, il y a cette notion de temporalité où on travaille un petit peu l'un et l'autre là-dessus. Je lui redis, je pense qu'il faut que je lui redise encore un petit peu, qu'effectivement, vraiment, juste avant de se coucher, quand je suis déjà en train de bâiller en m'approchant du lit, c'est que c'est pas le bon moment, à mon avis. J'aurais pas de force, j'aurais pas d'énergie, quoi que ce soit. Alors après, il y a des moments où aussi, je vais avoir un pic d'excitation et je dis, bon, ok, si tu veux, mais vraiment, là, je te donne le lead parce que moi, je suis fatiguée et pour autant, on passe un très, très bon moment. Mais la plupart du temps, voilà, c'est vraiment, je suis trop fatiguée, il faut qu'on retrouve un autre moment. En fait, c'est l'ambivalence du lit. C'est-à-dire que le lit, effectivement, il représente à la fois, classiquement, on va dire, le lieu de la rencontre intime, le lieu des ébats, mais en même temps, le lit, c'est le sommeil. Et tu vois, nous, dans nos cours en sexo, on nous apprend qu'idéalement, il faudrait que... Mais bon, il faudrait avoir un bon PEL. Il faudrait que le couple ait une chambre à coucher, mais une chambre aussi pour s'envoyer en l'air. On n'a pas toutes et tous les moyens d'avoir des 3 pièces et d'avoir une pièce uniquement dédiée à notre vie sexuelle. Mais effectivement, c'est compliqué parce que, comme tu dis, c'est la routine, mais finalement, nous, en sexo et de manière générale, on travaille avec la vraie vie. Bien sûr, la vie sexuelle en vacances ou c'est le week-end, c'est toujours plus fun. Mais ce qui compte, c'est la vraie vie parce que c'est ça, en fait, qui fait le sel du quotidien. Et quand on a malheureusement des couples qui se séparent, l'autre manque dans les moments du quotidien. Il manque pas dans les week-ends. Donc oui, je comprends totalement ton point. Effectivement, la fatigue, c'est une donnée importante, encore une fois. Et puis même quand tu réfléchis, tu vois, biologiquement, est-ce qu'on a envie de se reproduire quand on est un peu claqué, quoi? Alors, ça a pu m'arriver par le passé parce que je pense que on en revient à la même chose, mais quand j'étais plus jeune, j'avais pas autant de charge mentale. Voilà, effectivement, j'étais pas propriétaire, j'étais pas là où je suis au niveau de ma carrière, etc. J'avais une vie beaucoup plus insouciante et donc du coup la libido était beaucoup plus élevée. Donc quand j'étais fatiguée, je suis en train d'analyser ça. Je m'en rends compte. Quand j'étais fatiguée, et en fait je ne sais pas comment, mais j'arrivais à trouver une force, une énergie en moi. En fait la libido me donnait une telle énergie que pump it up, j'arrivais effectivement à faire, à avoir voilà une partie de jambes en l'air entre guillemets, à pouvoir faire l'amour, même en étant épuisée. Ou même des fois en me faisant réveiller à 3h du matin ou quoi que ce soit, parce que dans ce coup, on a tous les deux un pic et que les étoiles s'alignent, etc. Je me rends compte que maintenant, effectivement, là, c'est beaucoup... Enfin, maintenant, c'est beaucoup plus difficile. J'en suis consciente et c'est vrai que des fois, ça me fait un peu... ça, j'en parle pas à mon copain, j'en parle pas à Martin, mais ça me fait un peu culpabiliser parce que j'aimerais pouvoir lui donner plus. En fait, ce qui me fait culpabiliser, c'est de me dire, OK, en fait, quand j'avais son âge, en fait, si j'avais son âge maintenant, il y aurait pas ce problème-là parce que effectivement, j'aurais la libido que j'avais quand j'avais 24 ans et c'était du feu de Dieu. J'ai une très très bonne libido maintenant, mais effectivement, voilà, il y a ces éléments-là qui la bloquent un peu, qui la font redescendre un peu. Je culpabilise un petit peu, mais je pense que c'est une culpabilité qui est normale, qui est saine et c'est une culpabilité qui reste à sa place. Voilà, elle prend pas toute la place dans mon esprit. Et puis, je relativise en me disant, oui, mais c'est maintenant. Et j'ai pas une libido à 0, donc autant que j'en profite aussi là-dessus. Et c'est vrai que par rapport au sommeil, voilà, je pense que bon, chacun est comme il est, mais moi, le sommeil, c'est hyper sacré. Et c'est vrai que dès qu'il commence à faire des choses où ça grignote sur mon sommeil, je peux me transformer en ours. Donc voilà, faut qu'il fasse un peu attention. Mais c'est comme ça, là, on peut pas faire autrement. Et du coup, est-ce que, quand on en avait parlé un petit peu, mais au-delà de cette culpabilité, quand vous faites un peu moins l'amour, par rapport au fait que tu te dises « Ah là là, mais quand j'avais 24 ans, j'étais comme ça », comment tu arrives à passer au-dessus, effectivement, parce que de toute façon, tu n'as pas 24 ans et tu as ta vie de femme et qui est très bien comme elle est. Comment tu arrives à passer le cap? Est-ce que ça crée un malaise entre vous? Est-ce qu'il te le reproche aussi? Pas méchamment, mais de façon un peu indirecte? Alors,
Ça peut être considéré comme un reproche, mais au final, c'est vrai qu'il y a quelques temps, ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Sur les 2 ans, je crois qu'il a dû me le dire 2 fois. Peut-être juste, ah bah ce soir, tu pourrais t'habiller un peu sexy, etc. Peut-être que c'était une manière de dire, voilà, j'ai envie que tu fasses un petit plus ce soir, voilà, qui est une petite pointe de désirabilité en plus, etc. Et après, c'est vrai on en a déjà parlé. En se disant ok, bah tu sais mon cœur, moi en ce moment j'ai l'impression que t'es moins attiré par moi, t'as moins de désir, tu viens moins vers moi, etc. Je me sens pas très bien par rapport à ça et donc du coup bah on va en parler. Donc bah si c'est moi qui viens moins vers lui, je vais lui dire. Je vais lui expliquer effectivement pourquoi peut-être moi je me sens moins attirée par lui ou peut-être que je lui dis mais c'est absolument pas par rapport à toi mais tu sais il y a tout ça ça me contrarie énormément en ce moment donc j'ai pas le cœur effectivement à avoir la tête dans les étoiles. Je suis voilà trop ancrée dans les petits soucis et c'est vrai que ça me stresse énormément. Voilà, je suis quelqu'un de très stressé, je suis quelqu'un de très très cool et donc du coup bah ça me stresse donc je suis désolée mon cœur mais là j'ai pas envie, j'arrive pas à avoir envie. Et d'un autre côté aussi, pour autant, ça peut être des fois, ah bah tiens, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour justement continuer à entretenir notre libido, en fait, notre désir ou quoi que ce soit. Et on se donne des sortes de petites règles, en fait. Donc, par exemple, on avait mis en place, dernièrement, on a mis en place le fait de se dire, OK, pour pouvoir avoir une sexualité épanouie, continuer à avoir une sexualité épanouie, il faut qu'on continue à prendre soin de notre corps. Donc, qu'on fasse quand même un peu de sport, qu'on se sente. En plus, quand on fait du sport, enfin, c'est vrai. Enfin, moi, je me sens moins fatiguée. Je me sens plus tonique. J'ai ma libido qui est un peu plus décuplée. Je me sens plus tonique aussi quand je fais l'amour. Je me sens plus. Enfin, c'est bizarre, mais je suis au taquet. Je me dis là, c'est bon. Enfin, en plein dedans, par exemple, je sens mes muscles qui travaillent. Je suis en train de faire une performance. En plus, je suis en train de le faire kiffer. Enfin, c'est très bizarre parce qu'il y a un côté un peu sportif et puis un côté aussi où on me donne énormément de soi. On a envie de donner pour donner du plaisir. Et puis, il y a une autre règle aussi qu'on a mis en place dernièrement, c'est le fait de toujours faire notre possible pour réduire les parasites, entre guillemets, les situations parasites ou les événements, les comportements parasites qui seraient négatifs, notamment effectivement essayer par exemple de réduire les disputes ou des choses comme ça parce que on en a discuté dernièrement et je disais mais moi tu sais quand on se dispute moi je suis pas du genre à te sauter dessus parce que on s'est disputé, on va se réconcilier sur l'oreiller. Alors, ça dépend. Il y a des gens pour qui ça fonctionne très bien. Moi, ça fonctionne pas. Moi, effectivement, quand je suis très en colère contre lui, non, d'un seul coup, j'ai pas le cerveau qui switch en mode, oh, c'est l'homme le plus désirable sur Terre, je vais lui sauter dessus. Non, pas du tout. Je suis très en colère. J'ai envie de lui mettre une grosse claque dans la tronche. Et puis, c'est tout. Voilà. Il y a une troisième règle aussi qu'on s'est partagée là-dessus. C'est effectivement de toujours aussi plus communiquer effectivement sur son ressenti et sur ses émotions, sur le désir qu'on peut avoir ou quoi que ce soit, parce que c'est vrai que ce soit verbalisé ou non, hein, qu'on le fasse par l'action ou par la parole, mais peut-être moins mettre de retenue. C'était ça, moins mettre de retenue dans notre manière d'exprimer à l'autre son amour et son désir, etc. Hyper intéressant, vos 3 règles. Donc, c'est prendre soin de soi, prendre soin de son couple et prendre soin de la communication, du coup. Parce que c'est vrai que dans les cas où il y a des désirs qui sont en dissonance, où l'un ou l'autre a un plus de désir par rapport à son ou sa partenaire, la première règle, généralement, c'est moi, je travaille avant tout sur la communication. Parce qu'en fait, la sexualité étant un projet de couple à la base, si les deux sont bloqués dans leur point de vue et n'arrivent pas à créer ce lien, mon Dieu, si tu n'arrives pas à parler à ton ou ta partenaire, n'imagine même pas une seule seconde pouvoir réussir à faire un schéma érotique digne de ce nom. Écoute Maëva, on arrive à la fin de l'épisode. Avant que je te pose notre question signature, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose ? Oui, je voulais juste rebondir sur ce dernier point. Mais je pense qu'après, on aura évoqué vraiment les grandes choses. C'est le fait qu'on n'a pas du tout la même manière de communiquer sur notre sexualité. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, comme je disais, qui était dans le consentement, fallait beaucoup verbaliser, etc. Et il dit les choses. De base, c'est sa manière d'être. Il va s'asseoir à côté de moi, il va me dire oh, « j'ai envie de toi ». Ok, d'accord. Bon, et ensuite, ça se passe comment ? Ou alors, ah bah tiens, ce soir, j'aimerais bien qu'on fasse l'amour.
en mode un peu planification. Et en fait, ça, je lui ai fait comprendre que moi, c'était quelque chose qui était vraiment un tue-l'amour chez moi. J'ai besoin que ça soit dans l'instant. J'ai besoin que si tu as envie de me faire l'amour, tu me le dises, ou tu m'embrasses, ou tu me fasses des caresses. Enfin, que tu me dises oui, mais que tu ne sois pas juste j'ai envie de toi, et puis ça s'arrête là, en fait. Ce que je te disais juste avant, quand on a préparé l'interview, c'est que on parle beaucoup des 5 langages de l'amour. On en entend parler. C'est quelque chose qui est arrivé, entre guillemets, dans notre société il y a plusieurs années. Et justement, je me dis, en fait, peut-être qu'on n'a pas aussi tous la même communication du désir sexuel, de l'amorce du désir sexuel. On a peut-être des communications différentes. Peut-être qu'elles se regroupent pareil en 5, en 3, en 2, peut-être 2 équipes en fait. Mais je pense que ça pourrait être bien de creuser la question. Et moi, je sais qu'avec Martin, on n'a pas la même manière. Donc, lui, c'est vraiment des choses très verbales. Et moi, c'est ce que je dis, mais je le développe. J'ai besoin qu'on me saute dessus, j'ai besoin qu'on m'embrasse, j'ai besoin qu'on me regarde langoureusement ou quoi que ce soit. Ça va beaucoup plus passer par, entre guillemets, l'action, le non-verbal. Et en fait, c'est ça. Lui, il essayait de communiquer avec moi en me disant « j'ai envie de toi ». Mais moi, ça me faisait absolument pas démarrer, en fait. Je pense que c'était pas la bonne clé pour démarrer le moteur. Et en fait, je lui ai dit, voilà, moi, si tu veux démarrer mon moteur, si tu veux que je devienne une lionne et que je te saute dessus et qu'on fasse l'amour comme des fous, mes clés, c'est ça. J'ai besoin que tu sois plus viril, que tu sois peut-être un peu plus dominant, que tu sois plus dans la prise d'initiative. Parce qu'il va se poser à côté de moi, il va me dire, ouais, j'ai envie de toi. Et puis après, ça s'arrête là, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai essayé de lui faire comprendre ça. Et je lui ai dit, les fois où, entre guillemets, il a essayé de travailler là-dessus, de changer un petit peu le truc, etc., et qu'il mettait une des bonnes clés, entre guillemets, dans la serrure, un mauvais jeu de mots, et ça démarrait au quart de tour et on a passé des moments mais extraordinaires. C'était très intense, c'était plein d'amour, plein de désir. Et je pense que ça peut être vraiment très, très intéressant de développer ça et de communiquer à l'autre. Vraiment de communiquer à l'autre. OK, toi, dis-moi, qu'est-ce qui te fait démarrer ? Quelle est, entre guillemets, en fait, ta communication, en fait, ton langage du désir et du sexe, en fait. Et moi, je vais te dire, moi, ce qui me fait démarrer, c'est ça, c'est me faire plotter les seins, c'est ci, c'est ça. Et en fait, le fait que l'autre, du coup, communique dans la bonne langue, dans le bon langage, fait qu'après, moi, je pense qu'on peut avoir des ébats extraordinaires. Et même, ça peut même débloquer des choses, en fait. Ça peut augmenter l'intensité, augmenter le plaisir et voilà. Ça m'inspire beaucoup et libre à nous en tant que sexologue désormais d'écrire un nouveau best-seller et clairement si ça fonctionne, ça sera grâce à toi Maëva, donc merci. On va écrire un texte sur les X langages du désir parce que oui, tu as raison. Parfois, il y a des personnes que je reçois en consultation qui ont envie et on travaille sur le désir, etc. Mais le problème, c'est que quand le désir est là, ok, il y a le fond, mais il y a aussi la forme. Et pour peu, effectivement, qu'on s'assoie à côté de toi et qu'on te dise, j'ai envie de toi, ouais, mais merci, mais moi, en fait, c'est pas du tout comme ça. Donc voilà. Écoute, je vais te poser notre question signature. Donc, tu le sais, ici, on est sur Basium. Basium, ça veut dire embrasser, c'est le nom du podcast. Mais Basium, au-delà de sa signification, nous, ça nous évoque avec Diane, ça nous évoque les bases, la simplicité et les fondamentaux. On s'est dit que c'était pas un hasard. Et du coup, je voulais te demander, pour toi, c'est quoi la base de ta sexualité aujourd'hui ? Les bases de ma sexualité, c'est qu'il n'y en a pas. S'il y a bien quelque chose, justement, de constant dans la vie, c'est l'inconstance. Et le fait d'avoir, justement, un partenaire qui peut être plus jeune que moi me fait redécouvrir qu'effectivement, on peut avoir des bases à un moment donné et d'autres à un autre moment. Je dirais juste qu'il y a un fil rouge. Je dirais pas que c'est des bases, mais je dirais qu'il y a un fil rouge. C'est la volonté de donner le plus de plaisir à l'autre. Et en fait, des fois, c'est pas forcément que par de la sexualité. Des fois, c'est érotique. Donc, c'est lié à la sexualité, mais ça va être parfois juste dans une attitude, dans une tenue parce que voilà, on sait que monsieur adore les policières. Voilà, il a un fantasme là-dessus. Donc, ça va être de s'habiller un petit peu de manière un peu comme une policière ou quoi. C'est un fil rouge. Le fil rouge, c'est de donner effectivement le plus de plaisir à l'autre. Et après, du coup, ça passe, dans notre cas, sur certaines choses qu'il ne connaît pas encore, sur de l'apprentissage ou autre. Mais c'est ça, en fait, le fil rouge, donner le plus de plaisir à l'autre. On va terminer là-dessus. Merci beaucoup Maëva pour ton échange, ton partage en toute honnêteté, en toute humilité. C'est pas un exercice facile et je suis sûre que cette approche de la sexualité avec votre écart d'âge va aider
beaucoup de personnes. Donc, mille merci pour ce cadeau que tu nous as fait. Merci à toi, Margot. C'était un grand plaisir. J'espère vraiment effectivement avoir pu partager le plus de choses possible, peut-être pour décomplexer, peut-être pour apprendre, peut-être pour se dire « Ah oui, en fait, au final, je ne suis pas toute seule dans ce cas-là ». Ça, c'est parfois assez difficile. Et en tout cas, c'était avec grand plaisir. Salut, c'est Diane et c'est l'heure du point B. Le point B, c'est le point Basium. C'est celle de nous deux qui n'a pas fait l'interview qui va écouter en faisant un petit pas en arrière afin d'apporter sa vision sexologique arborée de quelques conseils. À tout de suite. Maëva et Martin ont 12 ans d'écart. Si l'âge n'est pas un indicateur d'état d'esprit, il est quand même un indicateur d'expérience, de temps passé dans différents domaines. Ici, Maëva a beaucoup plus d'expérience amoureuse et sexuelle que Martin, et leur manière à eux, finalement, de composer, c'est de mettre en place des règles. Suite au podcast, Maëva, elle nous a envoyé un petit tableau avec des règles écrites qu'ils ont fait pour tous les deux. La première, c'est prendre soin de nos corps. La deuxième, c'est toujours séduire l'autre. Et la troisième, c'est réduire les éléments perturbateurs et stressants. À eux deux, ils ont parlé, ils ont réfléchi, ils ont pensé leur sexualité afin d'y apposer un cadre qui leur permet d'évoluer de la manière qui leur convient le mieux. Tous les deux ont un bagage émotionnel et physique qu'ils ont mis sur la table pour créer ces règles. Sans s'en rendre compte, ils ont mis en place un vrai travail sexologique. Ce que Maëva décrit comme éléments perturbateurs et stressants sont en fait les freins, les inhibiteurs au désir sexuel, décrits notamment par Emily Nagoski dans son livre « Come as you are » ou « Je jouis comme je suis » en français. Les deux autres éléments, comme prendre soin de son corps et toujours séduire l'autre, au contraire, ce sont des accélérateurs, des excitateurs. Chacun et chacune d'entre nous dispose d'inhibiteurs au désir sexuel et d'excitateurs. Alors, on y est tous ou toutes plus ou moins sensibles. D'ailleurs, en général, les femmes sont beaucoup plus sensibles aux freins et les hommes sont beaucoup plus sensibles aux accélérateurs. Bon, là, je rejoins la théorie d'Emily Nagoski sur le fait que cette différence, elle soit construite par la société et pas biologique, pas innée. Le travail sexologique sur le désir consiste à retrouver l'équilibre en plusieurs étapes. Étape 1, d'abord on commence par mesurer la sensibilité des freins et des accélérateurs. Parce que, comme j'ai dit juste avant, elle est vraiment propre à chacun. Étape 2, on identifie les freins. Donc par exemple, la charge mentale, la répartition des tâches, le stress, un endroit où on n'aime pas faire l'amour, un moment qui ne nous convient pas, etc., etc. On peut aller du plus petit détail au plus grand paramètre. Et identifier les accélérateurs. Donc, des pratiques qui nous plaisent, un contexte excitant, une relation amoureuse fluide, etc., etc. Étape numéro 3, travailler sur les uns et les autres pour trouver l'équilibre entre les deux. Quand je dis entre les deux, c'est entre les freins et les accélérateurs pour profiter vraiment de son plein potentiel sexuel. Alors, j'en profite pour faire un petit instant promo sur mon livre sur le sujet justement du désir. Il s'appelle « S'explorer, le désir sexuel » et c'est mon sujet de prédilection. Alors, si vous voulez aller plus loin sur cette question, je vous mets le lien dans la bio. Enfin, je trouve qu'être capable de mener un tel travail en autonomie, c'est vraiment cool de leur part à tous les deux et ça leur a vraiment sans doute permis de bien avancer pour trouver une balance, un équilibre. Là où on peut sans doute retravailler, ce serait au niveau de la sexualité performative et de la notion de consentement. On va commencer par le consentement. Ici, Maëva explique que Martin lui a appris la notion de consentement de par la différence de génération et aussi parce qu'il a lui-même vécu. Maëva, elle soulève une question souvent mise en avant quand on évoque le consentement. Ça peut casser l'ambiance, la spontanéité, c'est pas très sexe, c'est trop explicite, etc. Il faut signer un contrat. Je prends la perche qu'elle tend et je fais un petit point à ce sujet. Le consentement, il est indispensable. Et le consentement, il doit être libre de toute pression. Il doit être éclairé, ça veut dire en état de le donner. Il doit être enthousiaste.
et il doit être spécifique. Parce que ça peut être oui pour quelque chose et ça peut être non pour autre chose. Et il est également révocable à tout moment. Ça veut dire qu'on peut être nu comme des vers dans un lit, avoir fait une fellation et ne pas vouloir aller sur une pénétration. Exemple simple, ou vouloir s'arrêter là tout simplement. Lorsqu'on rencontre quelqu'un, on ne demande pas le consentement de la même manière que lorsqu'on se connaît bien et qu'on est en couple. La demande de consentement, en effet, elle doit être bien plus appuyée au début. Et même si elle peut être plus implicite plus tard dans la relation, la demande doit être verbale au moindre doute. S'il y a un doute, il n'y a pas de doute. On peut se permettre d'être moins explicite quand on est dans une relation de pleine confiance et de pleine conscience envers soi-même et envers l'autre. Quand on ne ressent pas la notion de pression affective ou sexuelle, de « on est ensemble, ça fait longtemps, je ne vais pas lui refuser ça », sous-titré le devoir conjugal, et quand on a un canal de communication ouvert en permanence. Pour rappel, un canal de communication, ça permet pas uniquement de s'exprimer, mais d'être écouté et pris en compte sans aucune exception. Le fameux « on s'aime tellement qu'on n'a pas besoin de se parler pour se comprendre », ça marche que dans les films. Maintenant que j'ai fait le petit point quand même sur le consentement qui me semblait indispensable, je voulais quand même souligner la notion de sexualité performative. On entend dans le podcast, la sexualité qui se veut tonique, fréquente, qui devrait tomber sous le sens si l'on s'aime, entre guillemets. Maëva a d'ailleurs utilisé l'expression « je suis désolée de ne pas avoir envie, si j'avais son âge, il y aurait moins d'écart » et aussi le mot de performance par rapport au côté sportif. Même si le côté sportif peut être une forme de jeu, il ne doit pas devenir une injonction esthétique ou performative. On ne devrait pas être désolé de ne pas avoir envie. Parce que finalement, un rapport réussi, c'est un rapport qui connecte. C'est un rapport qui rapproche, qui offre du plaisir, où on ne se sent pas jugé, quel que soit son profil sexuel. Petit ajout, petit PS, j'aime bien les PS, j'en fais souvent dans les points B. Maya Mazorette a écrit un super article dans Le Monde concernant le sexe le soir. Elle-même le qualifie d'auto-sabotage. Donc, je vous invite à jeter un coup d'œil par rapport à ce qu'a dit Maëva. En tout cas, ça y est, c'est tout pour le point B. Merci 1000 fois, vraiment, Maëva, d'avoir accepté de témoigner au micro de Basium. Et à vous, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. N'hésitez surtout pas à nous donner votre avis dans les commentaires ou les MP sur Instagram, @basium.podcast. Et surtout, prenez grand soin de vous. Notre épisode touche à sa fin. Et que dire si ce n'est merci. Merci, merci, merci de nous avoir écoutés. Ensemble, nous en sommes sûrs, on va continuer de faire bouger les lignes vers une sexualité libre et apaisée. Tout ce contenu est gratuit et pourra le rester grâce à vous. Donc pour nous soutenir, pensez à noter cet épisode sur la plateforme d'écoute que vous utilisez et à laisser des commentaires et surtout à le partager. On vous dit à très bientôt pour de nouvelles conversations croisées.